Le dimanche 13 mars 1977, Alfred Wilson Osborne, chroniqueur d'échecs pour le Bristol Evening Post, et sa femme, Winnie, quittaient l'église méthodiste de Westbury Park pour rentrer à la maison. Ils sont alors passés devant un concessionnaire automobile. En arrivant ici, j'ai entendu un clic et j'ai pensé que j'avais perdu un bouton de mon manteau. En regardant autour, nous nous sommes rendus compte qu'il pleuvait des noisettes. Elles tombaient sur les voitures et dans le caniveau. Il devait bien en avoir environ 350. Nous ne savions pas du tout d'où pouvaient venir ces noisettes. Nous en avons ramassé quelques-unes et nous les avons apportées à la maison, comme souvenir. Nous en avons ouvert quelques-unes. Elles étaient fraîches et bien bonnes. Le ciel était bleu et il n'y avait qu'un petit nuage, mais aucun avion ni rien dans le ciel qui explique cette pluie de noisettes. Nous sommes rentrés à la maison en discutant de ce qui venait de nous arriver. Nous recevions un ami à dîner. Dès son arrivée, il nous a dit qu'il venait de voir quelque chose d'extraordinaire. Je lui ai aussitôt dit, « Ne me dis pas que tu as été témoin d'une averse de noisettes. » Il a répondu, « Oui. Comment le sais-tu? » Il était passé au même endroit que nous 2 ou 3 minutes plus tard. Pourquoi et comment cela s'est produit, je n'en ai pas la moindre idée. J'ai pensé qu'une sorte de tourbillon, de tornade avait peut-être aspiré des noisettes, mais je ne vois pas où on peut aspirer des noisettes en plein mois de mars. D'autres pluies de nutriments se sont produites sur la route de South Mills à Southampton. Roland Moody et ses voisins ont reçu cette manne hivernale. J'étais dans la serre, en train de ramasser des graines, quand j'ai entendu un bruit, un frottement sur la vitre au-dessus de moi. Je n'y ai pas accordé tellement d'attention, mais 45 minutes plus tard, le bruit a recommencé et j'ai regardé au-dessus. Toute la vitre était couverte de graines. On a constaté ensuite qu'il s'agissait de graines de moutarde et de cresson. Le manège a recommencé à intervalles allant de 30 minutes à 1 heure, à 6 reprises, je crois. Nous étions dans la salle à manger lorsque nous avons entendu ces cliquetis. Un bruit atroce, non? Nous sommes vite descendus dans le jardin et nous avons reçu une volée de grosses fèves. Nous nous sommes penchés parce que ces graines étaient plutôt grosses. Ensuite, tu t'es un peu fâché, n'est-ce pas? Je me suis tourné vers ma femme et j'ai dit que je trouvais ça stupide. Je ne pouvais me retenir. Le jour suivant, on a reçu une douche de pois, de maïs, de haricots, et bien sûr, on commençait tous à trouver cela plutôt excitant. Il neigeait, le vent soufflait en rafale, et cela n'avait ni queue ni tête. J'étais au téléphone, près de la porte principale. Mon fils a ouvert la porte et nous avons reçu une douche de fèves. Des dizaines et des dizaines de fèves. Cela m'a surpris. J'ai poussé un cri. Mon ami à l'autre bout du fil m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai répondu que je venais de recevoir une volée de fèves, ce qui l'a plutôt amusé. Elle est venue plus tard et elle était avec moi lorsque ça a recommencé. Elle m'a dit qu'elle ne l'aurait pas cru si elle ne l'avait pas vu. Il y avait des dizaines de fèves sur le tapis d'entrée. Le manège a continué jusqu'à 20 heures environ. Plusieurs personnes qui se sont présentées chez moi en ont reçu sur la nuque. Ça faisait mal. Elles arrivaient avec force. Nous avons récolté près de 5 kilos de graines. C'était presque incroyable. Les fèves, les pois, en fait, toutes ces graines ont poussé. Je pense même que Mme Gale en a envoyé dans les Midlands et que la récolte a été très bonne. Dire qu'on a pensé que le livre de l'Exode nous racontait des histoires.
Vous vous rappelez les enfants d'Israël, ces grognards de Moïse qui, traversant le désert, se plaignaient d'avoir laissé le pain et la viande qu'ils mangeaient abondamment en Égypte. Tout à coup, la nourriture, la manne, leur était tombée du ciel comme par miracle. 3 millénaires et quart plus tard, la Providence est toujours à l'écoute de nos lamentations. Des noix, des fèves, du maïs, on l'a vu, des ingrédients plutôt nourrissants. Le père du réalisme fantastique, Charles Fort, dressait au début du siècle le catalogue de prodiges inexpliqués, de ce qu'il appelait son sanatorium de coïncidences excessives. Son livre des damnés, entendons par là les faits damnés, oubliés et exclus par la science, rend compte de milliers de bizarreries, relevées minutieusement à la Bibliothèque municipale de New York et au British Museum. On y voit par exemple que non seulement des végétaux tombent du ciel, mais aussi des animaux comme des lézards qui auraient atterri sur les trottoirs de Montréal le 28 décembre 1857. Les crapauds et les grenouilles ne tombent jamais du ciel, c'est bien connu. Mais Fort signale qu'un nombre effarant de petits crapauds, âgés de 1 à 2 mois, ont été vus chutant d'un grand nuage épais en août 1804, près de Toulouse. S'il faut en croire du moins un certain professeur Pontus qui relatait l'incident dans une lettre adressée à son collègue, le physicien Arago. Des puits de crapauds? Des averses de grenouilles? Voyons voir. Il devait être 18h15, un soir d'été. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Joe Alpin, résident du Yorkshire, était cantonné avec son régiment dans le Staffordshire. Ce soir-là, Alpin conduisait un camion dans un convoi qui traversait le parc des chevreuils. Le ciel s'est obscurci tout d'un coup. Il faisait noir comme pendant un orage. Et alors, les grenouilles sont arrivées. Il a plu des millions de grenouilles d'une longueur d'1 centimètre. Il en tombait partout. Sur nous, sur la pelouse, sur les autos, dans notre cou, sur nos pieds, nos mains, partout. Elles étaient minuscules, pas plus grosses qu'un dé ou carré de sucre, et il était impossible d'avancer. Nous avons dû nous immobiliser. On a tous eu la même réaction. On a coupé nos moteurs et on a attendu. Et il a plu des grenouilles pendant au moins 1h15. Sylvia Maudet a aussi été témoin d'une avalanche céleste. Le 12 juin 1954, elle amenait ses enfants à Platts Meadow, dans le Sutton Coldfield. Le journal local a parlé de la visite du navire qu'elle était allée voir, mais il a loupé toute une nouvelle. C'était une journée horrible, une journée d'été typiquement anglaise en fait. Il pleuvait tout le temps, mais plus fort que d'habitude. J'avais acheté un petit parapluie rouge à ma fille, et j'ai entendu un petit bruit sourd venant du parapluie. Et à notre grande surprise, nous nous sommes rendus compte qu'il tombait des grenouilles. Elles tombaient du ciel par centaines. Le parapluie et nos épaules étaient couverts de grenouilles. On a regardé vers le ciel, et on aurait dit qu'il neigeait des grenouilles. Le sol en était tout couvert. Il y en avait partout, sur près de 50 mètres carrés, je crois. En 1948, Ian Patty, ancien champion britannique de golf amateur, venait de commencer un parcours au club de Barton-on-Sea, au sommet des falaises près de Bournemouth. I was playing a mixed match with my wife about 6 o'clock on a June evening. Je jouais en double avec ma femme vers 18 heures, un soir de juin. Nous descendions vers le second verre et ma femme s'apprêtait à prendre son élan quand un poisson est tombé devant nous. Nous avons regardé en l'air et des centaines de poissons sont tombés devant nous, sur une superficie d'une centaine de mètres carrés. Ils étaient vivants, des poissons blancs, un peu plus petits que des sardines. Je ne m'y attendais pas du tout. Après tout, il n'y avait pas un nuage dans le ciel, et rien, aucun orage, rien, ne laissait entrevoir qu'il puisse tomber quoi que ce soit du ciel.
En 1947, par un matin humide d'octobre à Markville, en Louisiane, il a plu des poissons. Quand je suis parti pour l'école ce matin-là, je suis allé derrière la maison et en arrivant ici, à côté du garage, j'ai entendu quelque chose tomber sur le toit de tôle et en même temps, des choses me sont tombées sur la tête et les épaules. J'ai vu des poissons. J'étais restée au lit car je n'étais pas bien. La domestique était arrivée de bonne heure et elle était dehors. Elle est rentrée en courant, toute énervée. C'est une noire, mais elle était blanche d'énervement. Elle m'a dit, « Miss Lola, il pleut des poissons, oui, il pleut des poissons. » Quand nous avons entendu ce vacarme, lorsque les poissons sont tombés sur le toit, je me suis précipitée dehors avec Viola, ma domestique. Elle était tellement désespérée qu'elle s'est mise à crier « Mon Dieu, ça doit être la fin du monde !» Je roulais vers le nord. J'étais presque arrivé lorsque tout à coup, un poisson est tombé à droite, à gauche de la voiture. J'ai vu le poisson tomber du ciel. J'ai continué à rouler, mais j'étais stupéfait. Et quand je suis arrivé ici, ce terrain était recouvert de poissons. Je n'en revenais pas. Je me suis arrêté, d'autres personnes sont arrivées, et tout le monde était stupéfait de voir ces poissons. Personne ne pouvait croire que ces poissons étaient tombés du ciel. J'ai dit à mon père que des poissons étaient tombés sur moi et il ne me croyait pas, je pense. En fin de compte, je lui ai dit « Viens dehors, je vais te les montrer. » Et nous y sommes allés. Bien sûr, comme je n'avais que 14 ans, je voulais que mon père m'explique ce qui s'était passé, mais il en était incapable. Si les personnes qui ont assisté à ces pluies plutôt étranges n'avaient pas une preuve bien tangible sous les yeux ou dans les mains, elles se demanderaient si elles ne sont pas en train d'halluciner. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première explication qui nous vient à l'esprit, c'est qu'un tourbillon ou une tornade isolée a aspiré des choses, qu'elles ont été transportées sur une certaine distance dans le ciel, et puis qu'elles sont finalement retombées beaucoup plus loin. Ça semble très plausible pour certains cas de pluie de poissons ou de grenouilles. Mais cette hypothèse, qui semble très logique, a tout de même une faille. Elle n'explique pas l'uniformité de ces pluies. Pourquoi il tombe uniquement des grenouilles, des poissons, ou pire encore, des noisettes? Elle n'explique pas non plus pourquoi on ne retrouve pas de poussière ou d'autres objets. Mystère. Enfin, on peut se consoler en se disant que ce n'est pas très dangereux, que c'est même plutôt cocasse, voire nutritif. Mais le ciel peut littéralement nous tomber sur la tête. Et alors, on court un danger bien réel. C'est arrivé dans un quartier tranquille de Lyndhurst, dans le Hampshire. Un bloc de glace est tombé du ciel pendant une chaude journée d'été en 1980. Prévenu par un appel téléphonique, le mécanicien Ed Cox a dû rentrer précipitamment chez lui. Sa chambre était jonchée de gros blocs de glace. Sa voisine, Megan Murray, se trouvait à quelques pas du point d'impact. J'ai d'abord entendu une sorte de sifflement, comme une fusée qui décolle. Puis j'ai entendu un bruit énorme, comme si quelque chose venait d'exploser. C'est une de ces choses qui semblent inexplicables. Je n'ai aucune idée d'où c'est venu. Par une belle journée d'été, on ne s'attend pas à trouver des blocs de glace qui tombent du ciel comme ça. En Virginie, au-delà des montagnes bleues, une autre bombe de glace constitue depuis plusieurs années une affaire non classée pour le shérif du comté de Rockingham. La glace a défoncé le toit de la maison de Wilbert Collars à Timberville, dans la vallée de Shenandoah. J'étais assis ici avec mon fils et celle qui allait devenir sa femme.
On regardait l'homme de 6 millions de dollars à la télé. L'homme de 6 millions était sur le toit d'un immeuble. Il a sauté et s'est agrippé à une cheminée. Et juste au moment précis où il a donné un coup, on aurait dit que le toit de ma maison s'effondrait. On a regardé au plafond et on a vu l'isolant et la glace qui s'est mise à tomber partout. Je pense que si on avait été 2 mètres plus loin de ce côté, nous serions tous morts. Nous avons appris plus tard que plusieurs morceaux de glace étaient tombés dans la région. Il y en a un qui est tombé dans la rue en face de la maison et un autre a atterri dans des champs cultivés, plus loin dans les montagnes. On ne comprend pas d'où la glace venait, mais elle était pressée d'arriver. Le seul fragment de glace qui a subsisté est entre les mains du sergent Butch Hottinger, qui va tenter, pour la dernière fois, d'élucider le mystère. Je vais confier la glace à un laboratoire pour en connaître la provenance. L'enquête a déjà démontré que la glace ne pouvait provenir d'un avion. Après un parcours de 3200 km et 3 vols, le sergent Hottinger arrive au Centre national de recherche atmosphérique dans les Rocheuses, au laboratoire des températures glaciales du professeur Charles Knight. Come in. Hello. Hello. Dr. Knight? Yes. Sergeant Hottinger. How do you do? Rockingham County Sheriff's Department. Oh, pleased to meet you. With me a specimen from the Timberville ice fall. Yes. Yes. Well, let's see what it looks like. Have you analyze it there and see if you can help me on it. How big was the piece that did fall? The piece that did fall, I'd say it probably is, you know what the size of a basketball is? It's about the size of a basketball. I see. That's too big for a hailstone anyway. Pretty good size. I see. And this angled part is part of the fractured surface, I suppose. Yes, sir, it is. Well, the first step is to cut the ice. La première étape, c'est de trancher la glace pour exposer sa structure interne. What we do then is to take On la met ensuite contre une plaque de verre tiède pour faire fondre une mince couche de glace, puis sur cette plaque d'aluminium froide pour faire congeler l'eau du bloc jusqu'à ce que le bloc gèle de nouveau. On scie ensuite la glace parallèlement à la plaque de verre pour en obtenir une mince tranche uniforme où on pourra voir la structure interne de la glace. On constate d'abord que les cristaux sont petits. Ils ont environ 1 mm de diamètre. On voit aussi une trace de couche cristalline superposée. Celle-ci ressort assez bien. Pour les fins de comparaison, voyons maintenant la structure d'un gros grêlon. Celui-ci était gros comme ça. Un gros grêlon. Et il est formé de rangées concentriques de petits et de gros cristaux. Il y a une grande différence entre les deux. Certainement. Je pense qu'on peut conclure avec certitude que votre bloc de glace n'est pas un grêlon. Nous connaissons le mécanisme de formation des grêlons. Ce gros grêlon est tombé pendant l'été de 1979 dans le secteur de Fort Collins, à quelques kilomètres au nord d'ici. Un grêlon de cette taille frappe le sol à environ 160 km à l'heure, alors qu'un grêlon de la dimension d'un ballon de basketball a probablement touché le sol à plus de 200 km à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous pensez du bloc de glace qui est tombé à Timberville? À l'examen de la glace elle-même, on doit conclure qu'on ne sait pas. L'examen d'autres blocs de glace d'origine mystérieuse a révélé qu'ils contenaient des feuilles de thé ou des choses du genre. On pouvait alors supposer que la glace est tombée d'un avion en vol. Mais dans ce cas-ci, on n'a aucune preuve quant à son origine.